3000. Nous n'avons plus d'oxygène. Proximité de sol. Aéropérou 603. Nous avons une urgence. Voici les dernières images du vol Japan Airlines 123. En cette fin d'été, des millions de Japonais rentrent dans leur famille pour la fête des ancêtres. Il y a eu une explosion. Attachez vos ceintures et mettez vos masques à oxygène. Japan Airlines 123, déclarons une urgence. La catastrophe survient 12 minutes seulement après le décollage. Incontrôlable, l'avion fait le yo-yo, montant et descendant par à-coups de plusieurs centaines de mètres à chaque fois. Et il se dirige droit vers les montagnes qui entourent le mont Fuji, le plus haut sommet du Japon. Au sol, la compagnie Japan Airlines cherche fiévreusement la cause du problème. À Tokyo, les contrôleurs aériens tentent de guider les pilotes qui ont le plus grand mal à se maintenir en l'air. Perte de pression. Tokyo, le 12 août 1985. Le Japon prépare Obon Matsuri, la fête des ancêtres, et beaucoup de gens prennent l'avion pour retrouver leur famille. L'aéroport international de Haneda est bondé. Les avions de ligne sont garés en randonnion sur le tarmac. Le transport aérien est si populaire que Japan Airlines utilise des 747 même pour des vols intérieurs courte distance. La région de contrôle de Tokyo gère tous les appareils survolant le centre du pays, y compris ceux en provenance ou à destination des deux grands aéroports de la ville, Haneda et Narita. Il est 18h, mais on est encore en pleine heure de pointe. Les listes de passagers sont surchargées et les contrôleurs débordés. Bref, c'est un grand week-end de vacances. Reçu, demande acceptée. KT 456, tournez à droite, cap 250. Montez et maintenez au niveau de vol 240. À l'aéroport de Haneda, le vol Japan Airlines 123 procède à l'embarquement. Parmi les passagers se trouve la jeune Yumi Ochiai. C'est une hôtesse de l'air de la compagnie, mais ce jour-là, elle est en congé. Elle s'installe dans la 4e rangée, à partir du fond de l'avion. À 18h12, le vol 123 décolle à destination de la ville industrielle d'Osaka, à 400 km à l'ouest. L'avion est quasiment plein. 509 passagers et 15 membres d'équipage. Japan 123, contactez Tokyo départ. Reçu, Japan Air 123. Le commandant de bord, Masami Takahama, 49 ans, est un des principaux formateurs des commandants de la compagnie. Lors de ce vol, il va s'occuper des communications radio et surveiller son officier pilote de ligne qui va diriger l'appareil. L'OPL Yutaka Sasaki espère en effet être bientôt promu commandant. Hiroshi Fukuda, un mécanicien navigant expérimenté, est le 3e homme dans le poste de pilotage. Tokyo départ, Japan Air 123. Passons les 800 pieds. L'avion doit voler plein sud, au sud de la baie de Tokyo, puis obliquer vers le sud-ouest le long de la côte, avant d'opérer un virage à droite à 90 degrés pour se poser à Osaka. Le vol doit durer 54 minutes. L'avion quitte Tokyo et grimpe à 7300 mètres d'altitude. Pendant les 12 premières minutes du vol, la boîte noire de l'avion indique que tout se passe bien. Oui, Pat? Quelqu'un veut aller aux toilettes. Est-ce que c'est possible? La boîte noire enregistre la demande d'un passager. Utilisez les toilettes avant l'extinction du pictogramme, attachez vos ceintures. Rien que de très habituel.
C'est une explosion? Dès que les instruments enregistrent que de l'air s'échappe de la cabine, des masques à oxygène tombent automatiquement. S'il vous plaît, utilisez ça. Et attachez vos ceintures. Une explosion suivie d'une dépressurisation subite. Il doit y avoir un trou dans l'avion. La trappe de train? Vérifiez. Train. Vérifiez le train. Les pilotes pensent d'abord que les trappes des trains d'atterrissage ont explosé. Code transpondeur 77. 7700, c'est le code d'urgence. L'envoi de ce signal prévient les équipes au sol d'un problème à bord. Sur les écrans des contrôleurs aériens, tous les avions sont signalés par un point de couleur indiquant l'identité de l'appareil. Soudain, celui sous le vol 123 change. Quelqu'un dans le cockpit vient de composer le signal d'urgence. Attachez vos ceintures. Les membres de l'équipage sont déconcertés. Ils ont simplement entendu quelque chose ressemblant à une déflagration suivie d'une décompression. Et ils sentent qu'ils maîtrisent de moins en moins leur avion. Cependant, leurs instruments ne leur apportent aucun indice pour résoudre ce mystère. Moteur? Tous les moteurs fonctionnent. Pourtant, les pilotes n'arrivent pas à reprendre le contrôle du 747. Elle chute! À droite! À droite! Pression hydraulique? Elle chute! La pression hydraulique fait fonctionner les commandes de vol. Les gouvernes de profondeur qui font monter et descendre l'avion, et la gouverne de direction et les ailerons qui font tourner. Sur tous les avions de ligne moderne, ces éléments sont trop gros et trop lourds pour être actionnés à l'aide de câbles et de leviers. C'est pourquoi ils sont mus par des liquides hydrauliques qui circulent dans des circuits courants dans tout l'avion. C'est le système sanguin de l'appareil. Tokyo, Japan Air 123, déclarons urgence. Demandons retour à Haneda. Reçu, demande acceptée. Virez au cap 090. Mettez vos masques en position sur le visage, comme ceci. Ne virez pas autant. Bien. PNC, préparez les bouteilles d'oxygène, s'il vous plaît. L'oxygène. Ne virez pas autant. Demi-tour. Il ne veut pas. Apparemment, plus rien ne fonctionne. Les commandes ne répondent plus et l'avion vole à 7300 mètres d'altitude et à près de 540 km/h. Turn right, descend. Les pilotes savent qu'ils doivent se poser de toute urgence. Roger, now descending. Le contrôleur, lui, est perplexe. Au lieu d'opérer un virage à 180 degrés pour revenir à l'aéroport, l'avion dévie bien de son cap, mais pas en direction de Haneda. Non, non. 123. Négatif, négatif. Confirmez que vous déclarez une urgence. Affirmatif. Quelle est sa nature? Pression hydraulique à 0. 0. Vérifiez. 0. Oui. Commandant, avertissez la compagnie. Vous voulez faire des histoires? Apparemment paralysé, l'équipage n'avertit pas la compagnie aérienne et ne répond pas à la tour. Au sol, les responsables ignorent que l'avion a perdu toute énergie hydraulique. Mais les écrans radars indiquent qu'il vole de manière erratique, ce qui laisse à penser qu'il est peut-être incontrôlable. Virage à droite, en descente. Regarde son altitude. Ça monte et ça descend sans arrêt. Les commandes ne répondent plus. Forcez, sinon on va décrocher. La panne hydraulique provoque de graves difficultés. Depuis quelques minutes, l'avion se comporte de manière alarmante. Il se met d'abord à monter quasiment à la verticale, avant de basculer et d'entamer une descente vertigineuse de 1200 mètres. Puis il se stabilise et recommence à monter de plus belle, entamant un nouveau cycle. Les pilotes ne comprennent pas pourquoi il se comporte aussi bizarrement, mais surtout, ils ne peuvent rien faire pour l'en empêcher. Le personnel navigant commercial étant formé pour réagir en cas de crise, Yumi Ochiai décide d'intervenir. Au centre de Tokyo, le contrôleur est désormais épaulé par son superviseur. Alors? Japan 123 a déclaré une urgence. Il dit qu'il a perdu le contrôle et qu'il veut rentrer à Haneda, mais son cap est mauvais, comme s'il ne pouvait pas tourner. Passez le relais à Nagoya, c'est plus simple, c'est tout droit.
La meilleure solution pour le 747 consiste à changer de cap pour rejoindre l'aéroport de Nagoya à 130 km droit devant. Mais il doit commencer à descendre immédiatement pour espérer s'y poser. Bien, votre position, 72 000 nautiques de Nagoya. Pouvez-vous y arriver? Négatif. Demandons retour à Neda. Non. La piste est plus longue. Le commandant de bord veut essayer de rallier Haneda, un aéroport plus grand et plus adapté pour un 747 en difficulté. Mais pour cela, il faudrait faire demi-tour. S'il ne peut pas se poser, 123, pouvez-vous descendre? Roger, now descending. La boîte noire indiquera que l'appareil ne descend pas. Privé de commande, le commandant ne peut effectuer la manœuvre. Du fait de l'altitude, certains passagers commencent à avoir du mal à respirer, et ceux d'entre eux qui n'ont pas de masque à oxygène risquent fort de perdre connaissance. La situation empire encore lorsque certains des masques à l'arrière de l'avion tombent à court d'oxygène. 5 minutes se sont écoulées depuis l'explosion, et une hôtesse parvient à avertir le pilote de ce qui s'est passé. Équipage! Oui, qu'y a-t-il? Elle explique au mécanicien navigant que l'explosion a eu lieu à l'arrière de l'avion, peut-être en soute. La soute à bagages. Plus à l'arrière. La partie arrière de la soute à bagages s'est effondrée. Il vaut mieux qu'on descende. L'avion doit descendre rapidement avant que les passagers ne perdent connaissance, mais le commandant de bord semble étrangement paralysé. Tous les passagers utilisent leur masque. Devons-nous descendre? Le commandant de bord reste muet. Il est possible que les 3 hommes commencent à souffrir d'hypoxie, c'est-à-dire que leur cerveau ne soit plus correctement approvisionné en oxygène. À cette altitude, la quantité d'oxygène contenue dans le sang se réduit. D'abord, c'est leur jugement qui est altéré, mais à long terme, ils risquent de perdre conscience. La R5 batte? Oui, je comprends. Commandant, la porte R5 a cédé. À hauteur de la porte 5, côté droit, la situation est de plus en plus critique. L'approvisionnement en oxygène est interrompu. Les hôtesses doivent partager leurs bouteilles avec les passagers. Et dans le cockpit, la confusion s'est encore accrue. Il faudrait faire une descente d'urgence. Oui. On utilise nos masques? Il faudrait... On devrait utiliser nos masques. Oui. Mais ils ne le font pas, et personne ne sait pourquoi. Est-ce de l'indécision ou l'hypoxie a-t-elle commencé à altérer leur jugement? À Tokyo, Japan Airlines, qui a été prévenu de l'urgence, est tout aussi déconcerté que le contrôle aérien. Une seule chose est sûre, plus de 500 vies sont en jeu. Et leur rôle est de diagnostiquer le problème afin de trouver une solution tant que l'avion est encore en l'air. Japan Airlines, ici Tokyo. Les contrôleurs ont dit que vous avez déclaré une urgence. Écoutez, la porte R5 est cassée. Reçu. Vous rentrez à Tokyo? Quoi? Pouvez-vous rentrer à Haneda? Un instant. Nous opérons une descente d'urgence. Nous vous rappelons dans un petit moment. Continuez de nous surveiller. Reçu. La porte R5, elle a pu être arrachée? Si c'est le cas, cela a pu occasionner une décompression explosive en cabine, l'air s'échappant à l'extérieur, et certains passagers ont peut-être été aspirés au dehors, à plusieurs kilomètres d'altitude. Mais il existe une alternative encore plus effrayante. Si la porte a percuté la queue, elle l'a peut-être endommagée. Or, la queue assure la stabilité de l'appareil, ses gouvernes de direction et de profondeur permettant de monter et descendre et d'aller à droite et à gauche. Si la queue est abîmée, le service d'exploitation sera dans l'incapacité d'aider le pilote. Dans la capitale japonaise, la nouvelle du problème du 747 a été diffusée presque instantanément, et la télévision a interrompu ses programmes pour transmettre des interviews en direct. Un témoin a vu l'avion. J'ai compris que l'avion avait des ennuis, explique cet homme. Il oscillait d'avant en arrière, puis il a disparu dans un nuage.
La trajectoire erratique du vol 123 l'a amené à portée d'une base aérienne américaine située à Yokota, dans la banlieue nord de Tokyo. Un contrôleur aérien américain a entendu l'échange entre l'avion et le contrôle aérien de Tokyo et pour aider, propose au pilote d'atterrir sur la piste de la base. Japan Airlines 123, approche Yokota. Si vous m'entendez, contactez Yokota. Trop occupés, les pilotes ne répondent pas. Les commandes ne fonctionnant plus normalement, ils essayent les manettes des gaz pour voir ce qui se passe. Ils constatent alors qu'ils peuvent accélérer ou ralentir. Ils contrôlent donc encore au moins leur vitesse. Ils remarquent également que lorsque l'avion plonge, s'ils poussent les manettes, c'est-à-dire s'ils accélèrent, ils peuvent enrayer la chute et faire remonter le nez. Et lors de la montée, s'ils ramènent les manettes en arrière, c'est-à-dire s'ils ralentissent, le nez replonge. C'est très exactement le contraire de ce qu'on fait en temps normal, mais apparemment, la technique marche et elle permet au pilote d'enrayer le vol en yo-yo de l'appareil. Puis ils tentent une deuxième expérience. En faisant accélérer les moteurs gauche, ils parviennent à faire virer l'avion à droite dans la direction de Tokyo. Mais leurs espoirs s'arrêtent là. À force de manipuler les manettes, les pilotes vont trop loin et le 747 devient fou. Avec les deux mains. Sortez le train. Le train. Je sors le train? Sortir le train devrait ralentir et stabiliser l'avion. Ça ne marche pas. J'utilise le circuit de secours? Par mesure de sécurité, les 747 sont dotés d'un système électrique indépendant du circuit hydraulique qui permet de sortir le train en cas d'urgence. Et tant que les moteurs tournent, il y a de l'électricité. Sortir le train permet effectivement de stabiliser un peu l'avion. La traînée provoquée amortissant le tangage. Hélas, la manœuvre annule le semblant de commande que les pilotes avaient récupéré en jouant sur le régime moteur. Puissance maxi. Non loin du mont Fuji, l'avion opère un violent virage à droite et recommence à chuter. Il perd 900 mètres à la minute, soit le double du taux de descente habituel. On descend. Le train est complètement sorti? Oui, complètement. Il est sorti? Oui. Inutile de s'inquiéter. La boîte noire enregistre l'hôtesse qui essaye de rassurer les passagers. Japan 123, plus de commandes. Il va percuter la montagne. À toutes les stations, sauf Japan Airlines 123, silence radio jusqu'à plus ample informé. Plus de commandes. Compris. Souhaitez-vous contacter? Restez en contact. Restez en contact. La plongée s'arrête aussi brusquement qu'elle a commencé. Mais l'avion a perdu 3000 mètres et il slalome désormais entre de hautes montagnes. Seul point positif, à cette altitude, il y a davantage d'oxygène dans l'air. Cela fait 22 minutes que les pilotes se battent comme ils peuvent avec un appareil incontrôlable. C'est sans espoir. Il n'y a plus d'hydraulique. On ne contrôle rien. La montagne. À droite. À droite. À droite, droite. Virage à droite. On va percuter la montagne. Puissance maxi. Mettre la puissance maximale pour relever le nez est l'unique solution à leur disposition. On va la percuter. À droite. À droite. À droite. Plein gaz, plein gaz. Essayez encore! Mais en essayant de corriger la trajectoire, ils ont laissé l'avion ralentir. Or, pour éviter la montagne, ils ont besoin de toute la puissance pour accroître leur vitesse et donc la portance. On accélère. Continuez, continuez. Tout est à fond. On perd tous les moteurs. Redressez. Impossible. On plonge. Les passagers ont compris la gravité de la situation et beaucoup se préparent à mourir. Ayant repris de la vitesse pour éviter les montagnes, l'avion recommence à faire le yo-yo.
remonter le nez. À court de solutions, l'équipage en est réduit à réutiliser les mêmes manœuvres désespérées et futiles. Cela fait maintenant près d'une demi-heure que les 3 hommes tentent l'impossible. Japan Air 123, Japan Air 123. Les contrôleurs aériens japonais et américains font tout ce qu'ils peuvent pour les aider en transmettant tous les renseignements et le réconfort possible. Demandons guidage radar pour Haneda. Reçu, maintenez le cap 090. Mais l'avion a repris sa course folle vers le nord-ouest, s'éloignant de Haneda et de la base de Yokota. À chaque mouvement descendant, l'avion rase les sommets montagneux. Contrôlez-vous l'avion. Dans la salle du contrôle aérien, c'est le silence radio. Japan Air 123. Passez sur le canal 119.7. 119.7, s'il vous plaît. Le contrôleur leur propose de changer de fréquence radio. Si possible, passez sur le canal 119.7. Toujours pas de réponse. Si vous recevez l'appel sur le 119.7, nous sommes prêts. Japan Air 123, nous sommes sur le 119.7. Quelle est notre position? À 5, à 45 000 nautiques au nord-ouest de Haneda. Dans la confusion qui règne alors, le contrôleur se trompe sur la distance de l'avion par rapport à Haneda. Au nord-ouest de Haneda? Bien, quelle distance? Oui, c'est exact. Au radar, vous êtes à 5 000 nautiques au nord-ouest. Nous sommes prêts pour votre approche quand vous le souhaiterez. Vous pouvez également vous poser à Yokota. Quelles sont vos intentions? À vous. À l'aéroport de Haneda, les services de secours se préparent pour accueillir l'avion sans savoir où il parviendra à se poser. Oui, reçu. Nous sommes à 25 000 nautiques à l'ouest de Kumagaya. Mais l'avion opère alors son plongeon le plus terrible. Arrêtez! Puissance! Relevez les volets! Puissance! L'avion tombe à raison de 5500 mètres minutes. Relevez les volets! Les volets! On tombe! Relevez le nez! Relevez le nez! Relevez le nez! Japan Air 123. Japan Air 123, vous m'entendez? Japan Air 123, Japan Air 123, me recevez-vous? Japan Air 123. Japan Air 123. Le vol Japan Airlines 123 a disparu. On apprendra par la suite que la concurrence entre les différentes équipes de secours a entraîné confusion et retard au moment où les victimes espéraient leur arrivée. Pendant la nuit, la force d'autodéfense japonaise arrive sur les lieux. L'hélicoptère piloté par le capitaine Isuzu Omori découvre l'emplacement de l'accident et le signale par radio. Mineo Kayama, Victor 107, je vois quelque chose. Des flammes dans une dizaine d'endroits sur une zone d'environ 300 mètres carrés. Victor 107, Mineo Kayama, y a-t-il des survivants? Victor 107, aucun signe de vie. Visibilité faible, trop de fumée. Victor 107, pouvez-vous vous poser pour vérifier? Impossible. La pente est à 45 degrés. Je ne peux pas atterrir, d'autant qu'il y a des incendies partout. N'ayant vu aucun signe de survivant et ne pouvant envisager de procéder à un atterrissage de nuit, le capitaine Omori rentre à sa base.
Entre-temps, les secours se mettent en route. Mais comme ils ne s'attendent pas à retrouver quiconque en vie, ils passent la nuit dans un village à environ 70 km des lieux de l'accident. Pendant ce temps, certains passagers du vol 123 sont à l'agonie. Le lendemain matin, on commence à reconstituer les derniers instants du vol 123. Le 747 a tracé un sillon à travers les arbres, près du sommet du mont Ozutaka, au nord du mont Fuji. Puis l'avion a percuté une crête, quelques centaines de mètres plus loin, avant d'exploser. L'épave a ensuite dégringolé le flanc escarpé de l'arête rocheuse. L'accident a eu lieu depuis 14 heures lorsqu'une équipe de secours arrive enfin. Parmi les accidents impliquant un seul avion, celui-ci est le plus meurtrier de l'histoire. Les sauveteurs sont abasourdis de découvrir des survivants. L'hôtesse de l'air, qui n'était pas en service sur ce vol, Yumi Ochiai, s'accroche encore à la vie. Et elle n'est pas la seule. Dans un arbre, les sauveteurs découvrent une fillette de 12 ans qu'ils élitreillent. Deux autres passagers ont également survécu. Une jeune maman et sa fillette de 8 ans. C'est un véritable miracle. Comment ces 4 personnes ont-elles survécu? Le corps est censé pouvoir supporter une décélération vers l'avant équivalent à 25 fois la force de la gravité. Or, d'après les enquêteurs, vu la vitesse à laquelle l'avion a percuté le sol, les personnes à l'avant de l'appareil ont encaissé un arrêt brutal correspondant à plus de 100 G. Les 4 survivantes sont évacuées de toute urgence vers un hôpital de Fujioka. Les enquêteurs découvrent bientôt que ces 4 personnes étaient assises dans les 7 dernières rangées. C'est grâce à cela qu'elles ont survécu. En effet, à l'arrière du 747, l'impact a été moindre et par une chance incroyable, elles ont été protégées des éclats, volant en tous sens. Yumi Ochiai a le bassin cassé et une fracture au bras. Elle raconte comment elle a attendu les secours alors qu'elle gisait sur le flanc de la montagne. Elle révèle aussi que de nombreux autres passagers avaient survécu à l'accident. Après l'accident, j'ai entendu beaucoup de gens qui respiraient avec difficulté. Ça venait d'un peu partout autour de moi. Un garçon a appelé maman et j'ai très clairement entendu une jeune fille dire « Viens vite ». Soudain, j'ai entendu la voix d'un petit garçon qui disait « D'accord, je m'accroche ». On aurait dit la voix d'un écolier. Dans l'obscurité, j'ai également perçu le bruit d'un hélicoptère. Je n'ai vu aucune lumière, mais j'ai entendu le moteur. Il n'était vraiment pas loin et je me suis dit qu'on allait être sauvés. J'ai agité les bras frénétiquement, mais l'hélicoptère s'est éloigné. « Ne partez pas !» j'ai crié. J'ai agité les bras désespérément. « À l'aide !» Mais le bruit s'est estompé et je n'entendais plus la voix du garçon ou de la jeune femme. Désormais, il est clair qu'un certain nombre de gens sont morts victimes du froid nocturne en attendant les secours. Bien qu'ayant eu lieu sur un vol intérieur japonais, cet accident fait l'effet d'une bombe dans le monde entier. En effet, quelques semaines auparavant, un 747 d'Air India s'est abîmé dans l'Atlantique, emportant avec lui 329 passagers.
Et au Japon, on déplore 520 morts. Y a-t-il un problème propre au 747, alors le plus gros avion de ligne au monde? Souffre-t-il d'un défaut de fabrication ou de conception? À l'époque, environ 600 Boeing 747 sont en service à travers le monde. Un problème de conception pourrait avoir des conséquences dramatiques pour toute l'aviation. Ron Schlid, un des enquêteurs du NTSB, l'équivalent du bureau enquête et analyse, sera dépêché sur place. Nous étions très inquiets. Il pouvait s'agir d'un problème de navigabilité propre au 747 et il fallait réagir très vite pour découvrir ce qui s'était passé. Au siège du NTSB à Washington, le directeur se montre très soucieux vis-à-vis des conséquences éventuelles pour l'aéronautique. Il rédige personnellement un courrier à l'attention de son homologue japonais, lui demandant de convier le NTSB à participer à l'enquête. À la fin des années 70 et au début des années 80, Ron Schlid a collaboré à une bonne partie des enquêtes menées hors des États-Unis par le NTSB et il sait toute la diplomatie qu'il faut déployer pour travailler avec des gouvernements étrangers. Il se rend à Tokyo pour retrouver le reste de son équipe, des représentants de Boeing et des ingénieurs de la FAA, l'autorité américaine de l'aviation civile. Quand je suis arrivé à Tokyo, l'atmosphère au Japon était extrêmement tendue. Les médias étaient omniprésents et la colère était incroyablement forte. C'est la police locale qui a été chargée de l'enquête. Elle traite la zone comme le lieu d'un crime. Et les moindres faits et gestes de l'équipe de Ron Schlid sont surveillés avec la plus grande attention. Tout le monde était suspect. Le personnel des compagnies japonaises, les employés de Boeing. Ces derniers n'avaient même pas le droit de se rendre sur les lieux de l'accident. Ron Schlid devra patienter 2 jours avant que les autorités lui permettent de se rendre sur les lieux. J'ai réussi à convaincre les Japonais de nous autoriser à emmener des gens de Boeing sur les lieux, à condition qu'ils restent à côté de nous et que nous les surveillions pendant tout ce temps. Ils ne pouvaient pas agir seuls. Pour pouvoir accéder au site, les Japonais ont aménagé des héliports de fortune. C'était étonnant de lever le nez et en regardant cette montagne, de deviner l'épave d'un avion au lointain, mais sans pouvoir en reconnaître les éléments. Il y avait des dizaines d'hélicoptères qui décollaient et atterrissaient sans arrêt. L'enquêteur du NTSB constate que quelques familles de victimes sont venues à pied au milieu des restes du 747 pour ériger des mausolées à leurs disparus. Et tombant du ciel, des fleurs pleuvent sur les enquêteurs. Je me souviens de ces hélicoptères énormes, les Chinook, je crois, qui nous survolaient et qui transportaient des familles. Et les gens jetaient des bouquets et des pétales de fleurs au-dessus des lieux de l'accident. Ce que nous avons découvert en arrivant sur place, c'est qu'un bon nombre de passagers avaient eu le temps de se voir mourir. On a trouvé beaucoup de petits mots rédigés sur des bouts de papier ou sur ce qu'ils avaient à portée de main. Ma chère épouse, la vie à tes côtés a été merveilleuse. Nos enfants ont grandi pour devenir des gens dont je suis fier. Jamais je n'aurais pu penser que le dîner que nous avons partagé hier soir serait le dernier. Les passagers ont compris que l'avion allait peut-être s'écraser. Ils ont donc écrit des mots à l'attention de leurs proches et les ont glissés dans la poche arrière des sièges ou dans leurs poches. Mais quelle est la cause de cette tragédie? Pas plus ces mots émouvants que les débris tordus de l'épave n'ont livré le moindre élément de réponse. L'indice le plus important pour les enquêteurs se trouve dans la transcription des conversations captées par l'enregistreur phonique.
notamment les paroles du mécanicien navigant qui déclare que la porte d'entrée numéro 5 droite, la R5, est cassée. Les enquêteurs pensent que cette porte a été arrachée pendant le vol, qu'elle a frappé la queue et endommagé toutes les gouvernes de l'avion, l'empennage horizontal qui fait monter et descendre l'avion, et la gouverne de direction qui le fait aller à droite et à gauche. Mais un nouvel indice vient bientôt faire voler en éclats cette théorie. La porte n'a pas été arrachée. Elle est retrouvée au milieu des débris. L'ingénieur mécanicien s'était donc trompé. La porte R5 a cédé! Le voyant d'alerte de sa console l'a induit à croire que la porte 5 côté droit à l'arrière avait été arrachée pendant le vol. Mais il se peut que l'alarme ait été provoquée par un court-circuit du système électrique, provoqué lui-même par l'effondrement du plafond suite à une explosion. L'accident du vol 123 n'a pas été provoqué par l'arrachage d'une porte. Les enquêteurs doivent chercher ailleurs. Un cliché pris par un photographe amateur livre le premier indice qui va permettre d'élucider le mystère. Cette image a quelque chose de bizarre. Des spécialistes s'efforcent de l'agrandir et d'affiner la mise au point grâce à l'informatique. Et ils finissent par obtenir une image assez nette. La dérive de l'appareil a disparu. C'est cette pièce qui assure sa stabilité et comme l'essentiel du circuit hydraulique passe par la dérive, la disparition de cet élément expliquerait la perte de la pression et des commandes de vol. Ensuite, un bâtiment de la marine japonaise qui sillonnait la baie de Tokyo découvre la partie de la dérive flottant en surface à l'endroit où l'avion a déclaré une urgence. Les enquêteurs sont dès lors convaincus que le point de départ de l'accident se situe au niveau de la queue de l'appareil. Ils passent en revue les faits d'ores et déjà établis. Quelque chose provoque l'effondrement du plafond à l'arrière de l'avion. S'ensuit une décompression explosive. Ce même événement provoque aussi l'arrachement de la dérive et la destruction du circuit hydraulique, ce qui rend l'avion impossible à piloter. C'est sans espoir. Il n'y a plus d'hydraulique! 0. Explosion, décompression, disparition de la dérive, panne de l'hydraulique. Il revient aux enquêteurs d'établir le lien entre ces 4 éléments. Ça expliquerait tout. Comme toujours, les enquêteurs examinent l'historique de l'appareil. Et c'est là qu'ils font une découverte troublante. L'avion avait eu un accident 7 ans auparavant. Le pilote s'était posé avec le nez trop relevé et la queue avait raclé le tarmac. La partie arrière de l'avion avait été réparée, y compris la cloison étanche arrière. Lorsque les avions de ligne modernes gagnent de l'altitude, ils doivent être pressurisés pour que la cabine reste vivable. Lorsqu'un 747 est au sol, il est de circonférence ovale. En gagnant de la hauteur, sous l'effet de la pressurisation, il se fait plus rond. La cloison étanche arrière est une sorte d'immense parapluie métallique à l'extrémité de l'avion. Son rôle consiste à empêcher l'air sous pression de sortir de la cabine par la queue. Cette pièce doit être très lourde et très résistante, car les forces qui s'y appliquent sont énormes. Le différentiel de pression est gigantesque. La conception de la cloison étanche arrière du 747 était en dôme. Elle était censée supporter la pression avec beaucoup moins de métal. C'est une conception classique en voûte. 7 ans plus tôt, Japan Airlines avait contacté l'avionneur pour qu'il répare la cloison abîmée et les ingénieurs y avaient alors fixé un panneau neuf. Mais sur les lieux de l'accident du vol 123 en 1985, Rundschlid tombe sur un fragment qui lui permet de percer le mystère.
C'est un morceau de ce panneau neuf qui avait été apposé sur la cloison. La réparation n'avait pas été exécutée correctement. Il n'y avait qu'une rangée de rivets pour assurer la jointure, alors qu'il aurait dû y en avoir deux. Pour expliquer aux enquêteurs japonais ce qu'il a découvert, Rundschlid dessine quelques croquis montrant comment la réparation aurait dû être faite et l'erreur commise. C'est un oubli dramatique. Les rivets ont dû supporter le double de contraintes prévues. Un des ingénieurs de la FAA a fait les calculs en se fondant sur la réparation de la cloison. D'après sa théorie, si la réparation n'avait pas été exécutée correctement, par exemple, si on n'avait pas convenablement posé les rivets, et s'il n'y en avait qu'une rangée au lieu de deux comme prévu, elle devait céder de manière prématurée. Un soir de l'été 1985, le vol Japan Airlines 123 décolle de l'aéroport de Haneda. C'est le 12 319e décollage depuis la réparation de la cloison étanche endommagée, réparation qui, d'après les estimations de l'ingénieur, ne devait tenir que pendant 10 000 vols. Tandis que l'avion monte vers son altitude de 7300 mètres, l'air se raréfie à l'extérieur. À l'intérieur, en revanche, pour le confort des passagers, il est pressurisé. La différence de pression entre la cabine et l'extérieur conduit à la rupture de la cloison mal réparée. Lors d'un essai reproduisant ces conditions, des fissures apparaissent d'abord à la hauteur des rivets. Puis, ces fissures se propagent. Et la cloison finit par céder. Instantanément, l'air prisé de la cabine fait apparaître un trou de 2 à 3 mètres. Ce qui conduit à l'effondrement du plafond au niveau des toilettes arrière. L'air pressurisé se fraye alors un chemin jusqu'à la queue et finit par l'arracher. À partir de cet instant, l'avion est irrémédiablement condamné. Les pilotes ne savent pas et ne sauront jamais que la quasi-totalité de la queue de leur avion a disparu et qu'elle est en train de plonger vers la mer, emportant avec elle une partie du circuit hydraulique. Dès lors, tout s'explique. La stabilité n'étant plus assurée et les pilotes ne pouvant plus faire fonctionner la gouverne de profondeur et les volets, ils sont dans l'incapacité de diriger l'appareil. L'énorme avion entame des mouvements d'oscillation, c'est ce qu'on appelle l'effet phugoïde. Lorsque l'appareil pique du nez, il prend de la vitesse, ce qui augmente sa portance. Le nez remonte alors jusqu'à ce que l'avion perde de la vitesse et se remette à descendre. Et ainsi de suite. Le vol 123 entame un jeu de yo-yo terrifiant, perdant parfois plusieurs centaines de mètres d'un coup. C'est un véritable miracle que les pilotes aient réussi à maintenir l'avion en vol pendant plus d'une demi-heure après la perte de l'hydraulique et des commandes de vol. Mais l'appareil s'est mis à tourner en rond au-dessus des montagnes et il ne pouvait pas atterrir. Il n'avait pas d'alternative. Il devait voler aussi longtemps que possible en espérant un miracle qui n'a pas eu lieu. Baissez le nez. Baissez le nez. Oui. Encore. Sortez le train. Je sors le train. Pour comprendre la situation à laquelle ces pilotes ont dû faire face, 4 équipages triés sur le volet se sont prêtés à une expérience en simulateur. Dans les mêmes conditions, aucun n'a réussi à poser l'appareil. Les pilotes du vol 123 ont réussi à maintenir leur avion en l'air pendant 30 minutes, une bonne partie du temps au-dessus de montagnes, ce qui était déjà en soi une prouesse. À Tokyo, une fois la cause de l'accident établie, Rundschlid a dû informer l'un des principaux concepteurs du 747. Tout se résumait au fait qu'une seule rangée de rivets avait été posée, là où il en aurait fallu 2. Quand nous lui avons fait part de nos conclusions, cet employé de Boeing a été bouleversé. Il pleurait, car sur l'avion qu'il avait en partie conçu, des collègues à lui, des gens de Boeing, avaient effectué une mauvaise réparation qui avait conduit à cet accident. La police japonaise a voulu porter plainte contre l'avionneur américain,
Mais le procureur a décidé de ne pas donner suite. La réputation de Boeing a été mise à mal. La seule consolation pour le fabricant étant que le 747 ne souffrait d'aucun défaut de conception ou de fabrication. Cet appareil demeure une des plus belles réussites de l'aviation de ligne moderne. Pour Japan Airlines, la victime du drame, les conséquences ont été plus lourdes. Après mon départ, j'ai entendu dire qu'un des hauts responsables de la maintenance de la compagnie aérienne s'était suicidé. Le président de Japan Airlines a démissionné et les réservations se sont effondrées. La rumeur a couru au pays du soleil levant que la compagnie aérienne était en fait coupable et que Boeing portait le chapeau en lieu et place d'un de ses bons clients. La compagnie japonaise a mis des années à se relever de ce drame.